Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast littéraire. Je dois vous avouer que je suis un petit peu stressée parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce projet. J'ai beaucoup de thèmes et de podcasts qui sont déjà scriptés. Mais toute la logistique, toute la technique jusqu'au nom même de ce podcast, tout cela m'échappe par contre totalement. Donc, on va prendre ce premier podcast comme vraiment un coup d'essai. Soyez clément avec moi, s'il vous plaît. Et comme c'est le premier, je vais en profiter pour un petit peu vous présenter ce projet très, très, très rapidement. J'ai très envie de parler de littérature, mais j'ai pas forcément envie de faire des lectures récentes ou des revues ou critiques sur un ouvrage en particulier. J'ai un petit peu envie en fait de parler de littérature comme si je devais faire des mini-mémoires ou des mini-essais, en m'attelant à essayer, en tout cas, de décortiquer des thématiques intéressantes, de dépoussiérer un petit peu la littérature qui apparaît parfois comme une discipline assez élitiste et coupée du monde. Eh bien moi j'ai envie de montrer que ce n'est pas le cas. Ce podcast sera peut-être pas très intéressant si vous n'aimez pas la littérature. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment à l'heure actuelle de ce genre. À vrai dire, j'ai l'impression que le contenu en termes de littérature en ligne est quelque peu rare, voire pauvre, et je n'ai pas la prétention de produire quelque chose d'incroyable, mais j'espère pouvoir amener quelque chose de différent. Et peut-être avec vous créer une communauté où l'on pourrait lire et réfléchir à ce qu'on lit, et ça de manière originale, parfois politique, parfois engagée, et surtout avec beaucoup de passion. Voilà. Donc, pour ce premier podcast, le thème que j'ai choisi est un thème qui est cher à mon cœur parce qu'il rejoint un petit peu, on va dire, les thématiques que j'avais abordées lors de mon deuxième mémoire à l'université. Mon second mémoire portait sur les représentations du féminin dans les surréalismes français, égyptiens et japonais. Et de fait, il y avait forcément un moment où on se posait la question de la femme objet et de la femme créée par et pour l'homme et de la femme n'existant que pour l'homme. Donc aujourd'hui dans ce podcast, j'ai envie de vous présenter quelques œuvres, parfois très connues, parfois un peu moins, où la femme est créée par l'homme. En effet, la femme apparaît souvent comme l'éternelle seconde. Dans la plupart des mythes, la femme humaine, en tout cas, est toujours créée en seconde. Pandore est la première femme qui a été créée, mais elle a été créée après des hommes. Dans les 3 religions du livre, Ève est la première femme et elle est créée par un dieu qui est majoritairement représenté comme masculin, même si c'est à nuancer. Et de plus, elle est issue du corps d'Adam. Donc vous vous rendez bien compte de l'implication de ces conditions de création. On pourrait déjà commencer par bien préciser qu'il y a plusieurs types de création. Il y a la création la plus littérale, celle de ferraille, de marbre, de bois, effectivement, ou quelque chose qui n'existe pas, où des parties inanimées sont mises ensemble, reconstituées et quelque chose prend vie. Et il y a la seconde, plus métaphorique, j'ai envie de dire, celle de la chair modelée, dominée, celle de la pensée restructurée, courbée, euh, et c'est surtout à celle-ci que je vais m'intéresser, même si le premier ouvrage, ou en tout cas la première histoire que je vais vous citer, appartient plutôt à la première catégorie. Logiquement, lorsqu'on parle de femmes créées et de femmes création, on se réfère toujours au mythe de Pygmalion. C'est un mythe d'origine, bien que lui aussi semble avoir été inspiré, je vais y revenir brièvement, et ce mythe est relativement connu. Pygmalion tombe éperdument amoureux de Galatée, la statue qu'il a modelée, et devant cet amour, en fait, Aphrodite décide de donner vie à la statue. Hem, Ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'en fait, le mythe de Pygmalion est à mettre en relation avec celui des Propétides. Et les Propétides, c'étaient des femmes libres, qui pratiquaient la sorcellerie, qui avaient une sexualité libérée et qui vivaient sur une île. Ces mêmes Propétides ont été punies en fait par Aphrodite car elles ne l'honoraient pas. Et bien évidemment, devinez la punition, oui, elles sont changées en statues de pierre. Ces mythes qui visent en fait à dénoncer
l'indépendance des femmes sont souvent uniquement perçus comme des mythes, voilà, de création, d'origine, de fantasmes. Hem, mais comme je l'ai dit, il dénonce, de manière implicite l'indépendance des femmes, une indépendance qui va souvent de pair avec des statuts sociaux négativement connotés, comme la sorcellerie ou la prostitution. Et s'oppose alors à cette indépendance féminine, la caractéristique de la statue qui serait la loyauté. Ce mythe de Pygmalion, en fait, il est intéressant à mettre en parallèle avec de nombreuses œuvres, mais notamment avec l'œuvre de Tanizaki dont je vais parler un peu plus tard dans ce podcast, car c'est justement de prostitution ou de libertinage qu'est accusée Naomi, la protagoniste féminine du roman, par son époux, mais également par la société. Donc je vous avais dit que ce mythe de Pygmalion avait été possiblement inspiré, et en fait, il y a certains chercheurs qui postulent que ce mythe pourrait avoir trouvé ses sources dans un conte qui serait potentiellement antérieur à la Grèce antique. Et il s'agirait d'un conte en fait recueilli en Algérie par Léo Frobenius. Et dans ce conte, on retrouve en fait un récit enchâssé qui présente en tout point les éléments de Pygmalion. Alors, il n'est pas forcément intéressant de se demander qui est venu en premier. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, ce mythe du sculpteur ou de l'artiste qui peint, qui sculpte, qui modèle une femme et cette femme vient à la vie, on le retrouve dans de très nombreuses cultures et de très nombreuses sociétés. Et ça participe également du patriarcat, on va dire, omniprésent dans la plupart des sociétés telles qu'on les connaît à l'heure actuelle. Et on se rend bien compte en fait des implications et de l'imaginaire collectif, des représentations collectives euh, auxquelles participe la littérature. Alors, je vous ai parlé de Tanizaki. Je pense que dans chaque podcast, je ne vais pas pouvoir m'empêcher en fait de parler de littérature japonaise, parce que vous savez que j'adore la littérature japonaise. C'est peut-être ma littérature préférée. En tout cas, on va dire que c'est une littérature que j'affectionne tout particulièrement, que je trouve assez méconnue en France, à part Haruki Murakami. Euh, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Euh, alors, le roman dont je vais vous parler s'appelle Un amour insensé. Il a été publié en 1947 et en fait, c'est le premier roman de Junichiro Tanizaki. Alors, Junichiro Tanizaki, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille fortement, fortement de vous plonger dans son œuvre parce que c'est un auteur phare de la littérature japonaise qui s'est intéressé à des tas de thèmes extrêmement intéressants, extrêmement tabous, extrêmement transgressifs. Et il y a vraiment une plume qui est incroyable, même en traduction. Personnellement, c'est un des auteurs japonais que j'aime le plus. Alors, ce roman de Tanizaki, qui s'appelle Un amour insensé, est le plus souvent étudié en fait pour mettre en lumière, on va dire, l'ambiguïté des relations de Tanizaki avec l'Occident. Parce que c'est un thème qui revient très souvent dans son œuvre. Mais ce roman donne aussi à lire, en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'a frappé, un désir totalement assumé de création, avec une ambiguïté du désir du créateur pour cette même création. Alors là, ça paraît un petit peu flou. En fait, Un amour insensé raconte l'histoire de Joji et de Naomi. Joji est un homme qui a la quarantaine et qui tombe plus ou moins sous le charme, on va dire, d'une jeune fille qui travaille dans un bar. Il la sort de ce bar, donc déjà vous voyez qu'il y a là la constitution plus ou moins d'une envie d'élévation, d'une envie d'amener à quelque chose de meilleur selon ses, ses idées à lui. Donc il la tire de ce bar, la ramène chez lui et pendant un certain temps ils vivent, on va dire, comme un couple platonique. Puis lorsqu'elle devient un peu plus âgée, ils se marient et là on comprend que leur relation n'est plus platonique. Euh, et vous vous doutez bien que si ça s'appelle un amour insensé, c'est parce qu'il y a effectivement dans cette relation un aveuglement de la part du côté de Joji et une forte manipulation du côté de Naomi. Comme toujours dans les œuvres de Tanizaki, en fait, on retrouve vraiment une forme de perversité, j'ai envie de dire, qui est délicieuse à lire. Euh, et Joji, en fait, dès le début, considère Naomi comme une exception, de par son visage, de par son nom, de par son comportement. Il la compare sans cesse en réalité à une occidentale en disant que c'est une japonaise qui a l'air d'une occidentale et qu'en cela elle est rare. Il veut lui donner des leçons de piano, des leçons d'anglais. Il veut la façonner, la modeler en
une idée un petit peu parfaite, ou en tout cas qui correspondrait à l'un de ses fantasmes absolus. N'ai-je pas dit plus haut que j'entendais l'élever comme un petit oiseau? Depuis que je l'avais prise en charge, elle avait progressivement pris les couleurs de la bonne santé. Son caractère aussi s'était sensiblement modifié. Par sa vivacité, son entrain, elle était à la lettre devenue un petit oiseau, dont le vaste atelier constituait l'immense cage. Si je parle d'ambiguïté du désir, c'est parce que durant le roman, on alterne entre des moments effectivement de désir, des moments d'adoration, des moments d'émerveillement face à la jeune fille et des moments de dégoût où il est répugné par son comportement, répugné par ces moments où en fait on sent qu'elle est cette jeune fille du bar de la campagne japonaise un petit peu, où oui, elle ne parle pas très bien anglais, oui, elle n'a pas les manières les plus raffinées, et là on sent vraiment tout le dégoût qu'éprouve le personnage masculin pour cette jeune fille. Ce soir-là, une fois couchés, nous causâmes comme si rien ne s'était passé. Mais pour être franc, le fond de ma pensée n'était pas entièrement nettoyé. Naomi n'était plus pure et sans tache désormais. Non seulement cette vérité faisait peser sur mon cœur une ombre noire, mais elle enlevait au trésor que Naomi était pour moi plus de la moitié de sa valeur. Le prix que je lui attribuais tenait en effet pour l'essentiel au fait que c'était moi qui l'avais formée, qui avait fait d'elle la femme qu'elle était, au fait aussi que moi seule connaissais son corps dans tous ses détails. Pour moi, en un mot, Naomi était comme un fruit que j'aurais fait pousser moi-même. Ce fruit, je l'avais amené à sa merveilleuse maturité d'aujourd'hui au prix d'incroyables efforts de toutes sortes, en m'y consacrant à fond. Il était normal que ce fût à moi, le jardinier, d'y goûter. Personne d'autre n'en avait le droit. Et voilà qu'un individu totalement étranger avait profité d'un instant pour peler ce beau fruit, pour y porter la dent. Une fois sali, aucun regret de la malheureuse ne pouvait plus réparer ce qui avait été détruit. Le jardin précieux, sacré de sa peau, portait désormais et pour toujours l'empreinte boueuse des pas de 2 voleurs. Plus je remuais cette pensée, plus elle m'abreuvait d'amertume. Je ne haïssais pas Naomi, c'est ce qui était arrivé que je ne pouvais pas m'empêcher de haïr. Il y a également une ambiguïté du désir, il me semble, dans le fait que cette jeune fille est souvent présentée sous un aspect un petit peu androgyne. Et cet aspect androgyne est en fait explicité comme constitutif et cause du désir chez Joji. Euh, Ce qui est aussi ambigu, c'est le rapport paternel très présent entre les deux et qui est surtout présent dans la première partie du roman, c'est-à-dire la partie où on va dire leur relation est plus ou moins platonique. Donc vous voyez déjà que uniquement dans la question du désir que porte cet homme à la jeune fille, Tanizaki arrive à nous faire passer beaucoup de messages sur la complexité du désir chez l'être humain, la complexité de l'amour, la complexité de l'attirance et tout ce qu'il peut y avoir de pas super beau, on va dire, là-dedans. Euh, comme très souvent chez Tanizaki, il y a quelque chose de tortueux, il y a quelque chose qui relève de l'emprise et de l'obsession. Et en effet, on comprend très vite que pour Joji, arriver à façonner Naomi telle qu'il la désire, telle qu'il la veut, telle qu'il l'imagine, ça relève plus d'une réussite personnelle que d'une envie d'apporter quelque chose à la jeune fille, d'une envie de l'émanciper ou autre. C'est un projet qu'il se fixe et très rapidement, on voit que ce projet se dirige vers l'échec. Et cette ruine du projet, cette ruine de la création, est en réalité ce qu'il ne peut pas supporter. Alors je ne veux pas trop vous spoiler parce que c'est vraiment un livre que je vous recommande, mais on pourrait s'attendre à ce que la fin, entre guillemets, négative du roman, affecte Joji plus sur un plan émotionnel, c'est-à-dire la déception amoureuse, mais en réalité on se rend vite compte que non, c'est pas ça, c'est d'avoir échoué, d'avoir été trompé dans le sens où il pensait avoir, si vous voulez, presque, même si c'est horrible de l'exprimer ainsi, mais un, un matériau de qualité, d'avoir payé le prix cher pour un matériau de qualité et de se retrouver en fait avec de la camelote. Et c'est vraiment ce qui est le plus prépondérant en fait dans la déception qu'on ressent chez le personnage.
Alors, pour revenir un petit peu à Pygmalion, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pas présenté de manière très explicite comme une création, mais il y a de nombreuses références à l'art, dans le roman. Alors premièrement, hem, Joji photographie Naomi très, 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 très fréquemment, ce qui est particulièrement, mis en valeur dans, l'adaptation cinématographique, japonaise. Et déjà bon, ça c'est une mention de l'art, mais en plus la manière dont il la prend en photo, ça constitue un blason. Alors pour ceux qui sont peut-être pas familiers de ce vocabulaire, en fait un blason en littérature, c'est lorsqu'on on s'attache à décrire le corps féminin, d'une manière morcelée. Par exemple, on va, dédier toute une strophe d'un poème, je ne sais pas moi, au ventre, puis au téton, puis à la grâce du cou. Donc vraiment ce morcellement de l'identité féminine qui l'objectifie en même temps qu'il la sexualise. Hem, une autre forme d'art, on va dire, qui est présente, c'est effectivement, bah, les cours de piano, les leçons de danse que Naomi prend. Donc on se rend bien compte qu'effectivement, c'est un capital culturel qu'il essaie de lui transmettre, mais c'est également, presque une plongée dans l'art, et une plongée qui est, exclusive et très qui l'amène à une forme d'isolement. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans cette œuvre de Tanizaki, c'est que la création surpasse, en fait, le créateur, hem et le soumet. Alors, je vais encore une fois, comme je l'ai dit, pas vous spoiler, mais juste pour vous donner un exemple qui est très frappant, on va pouvoir écouter déjà quelques secondes de l'adaptation cinématographique. Je doute que vous deviniez en écoutant de quoi il s'agit, mais je vous laisse écouter et je vous dis après de quoi il est question. こんな英語誰だってわかるわ。それを本気で怒るんだからおかしくって。僕をからかったわけか。そうよ。私の方がよっぽど利口ね。偉いね君は。分かった。じゃあ馬になりなさいよ。さあ走るなよ。仕方ないやつ。それ。もっと早く。もっと。Alors, en réalité, les bruits que vous venez d'entendre, ce sont les bruits, d'un jeu entre, Joji et Naomi. Alors chez Tanizaki, la première façon dont on perçoit la domination en réalité de la création sur le créateur, c'est par une forme d'animalisation subtile et encore une fois assez perverse. Joji et Naomi ont mis en place un jeu en fait où Joji se transforme en cheval et est monté par Naomi. Donc en réalité, vous avez dans le film comme dans le livre des descriptions très claires où Joji se met à quatre pattes dans le salon, Naomi lui monte dessus et l'éperonne avec ses talons lui enfonce les talons dans les côtes et dans le ventre pour le faire marcher comme un cheval. Ce qui peut sembler relativement anodin, ce qui ajoute au côté un peu pervers, un peu peut-être malsain, on va dire, même si j'aime pas trop porter ce genre de jugement sur des pratiques X ou Y, mais ce qui constitue quand même l'œuvre de Tanizaki, euh, avec effectivement cette composante un petit peu perverse, dérangeante, on va dire, comme je vous l'ai dit, mais si on analyse plus loin, effectivement, c'est la première forme de domination sous un aspect ludique, consenti par Joji parce qu'il y trouve une forme de plaisir, et cette domination n'aura de cesse d'aller crescendo tout au long de l'œuvre. On va s'arrêter là pour Tanizaki, même si je pourrais continuer d'en parler pendant peut-être des heures, je ne sais pas, mais en tout cas pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. J'espère vous avoir donné envie de vous pencher sur cette œuvre. Et on va s'attacher, ou s'attarder plutôt, sur une autre œuvre. Une autre œuvre. Et on va maintenant s'attarder sur une œuvre cette fois-ci française. J'ai envie de vous parler de la symphonie pastorale d'André Gide. Alors, ce court roman, c'est vraiment un court roman, hein, va rappeler un roman de Dumas dont je vais parler juste après. En fait, c'est le dispositif initial qui se retrouve dans les deux. Le livre dont je vais vous parler, de Dumas, en fait, c'est Le Docteur Mystérieux.
C'est un roman qui est peu connu de Dumas, qui est vraiment pas une de ses œuvres principales. Et le dispositif initial qui est entre guillemets commun à ces deux œuvres, c'est celui-ci, c'est un homme. Alors chez Gide, dans la symphonie pastorale en l'occurrence, c'est un pasteur. Euh, Chez Dumas, c'est un docteur. Et tous deux recueillent en fait une fille, une jeune fille. Alors chez Gide, elle est aveugle et elle est orpheline. Il la retrouve dans une espèce de cabine où elle est absolument laissée à l'abandon toute seule. Et c'est une orpheline dont en fait il s'occupe plus de ses propres enfants car il a dû, je cite Gide, la sortir du noir. Donc en réalité, voilà, ce pasteur la trouve, il ne peut pas la laisser là, il la ramène chez lui et puis effectivement, il commence à s'en occuper beaucoup plus que de ses propres enfants parce qu'il y trouve une satisfaction plus importante. Il a la sensation d'y voir ici une mission presque divine. Euh, et il lui apprend absolument tout, comme le montre cet extrait audio qui est issu également de l'adaptation cinématographique. Ça ne se voit pas? Ça ne se voit pas sur mon visage? C'est que Gertrude, tu ne souris pas. Comment fait-on pour sourire? Ah oh, on sourit malgré soi, souvent. C'est pas un acte de volonté. Montrez-moi, pasteur. C'est la bouche qui sourit, n'est-ce pas? La bouche, les yeux, tout le visage. Apprenez-moi. Voilà, tu souris. Vous me voyez? Oui. Je suis là. Est-ce que j'ai l'air heureux maintenant? Pasteur, je voudrais savoir, est-ce que je suis jolie? Donc vous l'aurez deviné, au fil du texte, on voit que le pasteur s'éprend de la jeune fille, et en réalité, ce qui complique un petit peu les choses, c'est qu'il n'est pas le seul à s'éprendre de la jeune fille. Parce que son fils, à lui, tombe également amoureux de Gertrude, qui est le nom de la jeune fille. Alors, ce qu'il faut peut-être analyser, c'est effectivement que, en tout cas, on peut imaginer que les deux affections n'ont pas la même origine. Le pasteur s'éprend potentiellement de la jeune fille parce qu'effectivement, encore une fois, ce rapport paternel, il lui a tout appris, elle lui est redevable, il l'a sortie du noir, c'est presque l'agneau parfait et égaré de Dieu, tandis que pour le fils, on s'imagine tout à fait que c'est, vu qu'il n'a pas participé à cette éducation, sauf en jouant avec elle, il me semble, de l'orgue ou du piano dans la petite chapelle, pour lui, c'est une rencontre entre deux individus, tandis que de la part du pasteur, on est beaucoup plus dans une dynamique de domination. Le point particulièrement intéressant, et qui différencie là énormément par contre du roman de Dumas, c'est que Gertrude s'émancipe en fait en retrouvant la vue grâce au progrès de la science. Alors encore une fois, je ne veux pas vous spoiler l'intrigue, mais ce roman est très court, je vous le recommande, parce qu'il est assez juteux, j'ai envie de dire, assez savoureux. Et le fait que Gertrude s'émancipe en retrouvant la vue grâce au progrès et grâce à la science, on peut là y voir en fait une double condamnation quand même de la religion. C'est-à-dire qu'il y a une première condamnation dans le péché que commet le pasteur, et puis après un dépassement de la religion par la science. Alors, on peut le voir comme ça, mais la fin, que je ne vous dévoilerai pas, anéantit un peu tout ça en une condamnation absolue et totale. Et cette condamnation absolue et totale, cet échec de tous, on va dire, interroge également en fait sur justement le rapport qu'avait peut-être Gide vis-à-vis de la religion et la liberté qu'il a pu prendre vis-à-vis de cette religion. Donc je vous ai parlé du docteur mystérieux de Dumas dans cette première approche de la symphonie pastorale de Gide. Alors le docteur mystérieux de Dumas, pour moi, c'est l'œuvre qui est peut-être un peu la moins intéressante, on va dire, dans ces œuvres que je vous propose. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui est peu connu, mais il est quand même complexe, parce que c'est à la fois une histoire d'amour et à la fois une fresque historique avec un cadre spatio-temporel qui est extrêmement large,
Et il y a aussi une réflexion en fait multiforme sur la politique, l'amour, l'éducation. C'est peut-être pour ça que c'est pas forcément un roman très connu de Dumas, c'est parce que c'est un roman un peu touche à tout, très difficile à analyser, un peu je dirais pas que c'est brouillon parce que c'est pas ça, mais si vous voulez la multitude de thèmes, la multitude de catégories dans lesquelles on pourrait, placer ce roman, fait que ça le rend peut-être difficilement digérable ou, maniable par le lecteur. Donc c'est donc un étrange roman qui présente le docteur Jacques Méret, qui est doté de pouvoirs extraordinaires, donc déjà représenté comme un personnage singulier et hors du commun, ce docteur Méret-Jacques qui va rencontrer une jeune fille qui ne parle pas, qui ne sait rien faire, et il va donc la prendre sous son toit. Euh, on a un premier extrait. Une espèce d'alcôve pratiquée au fond de la cabane était voilée par des rideaux de serge. Le chien venait de soulever et d'écarter ce rideau avec sa tête, et dans la pénombre, Jacques Méret distingua comme un paquet inerte de membres humains, appartenant évidemment à un enfant qui avait l'air de vivre. « Qu'est-ce cela » s'écria-t-il. Et il saisit le rideau pour l'écarter. Donc là, vous voyez que la référence à Pygmalion est quand même assez forte, avec ce paquet inerte de chair, et elle est par ailleurs explicite dans le roman de Dumas, et les motivations du docteur également. Jacques Méret, malgré toutes ses tentatives, n'avait encore rien créé. Mais, nous l'avons dit, il aspirait à faire un être semblable à lui. La vue de cette jeune fille idiote, chez laquelle, de l'existence humaine, il n'existait que la matière, renouvela l'ardeur de son rêve. Comme Pygmalion, il devint amoureux d'une statue, non pas de marbre, mais de chair, et comme le statuaire antique, il conçut l'espérance de l'animer. La science du Seigneur avait prononcé le mot de l'Évangile, Aephata, ouvre-toi. Alors ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est en fait l'aval de Dieu qu'indique Dumas à plusieurs reprises. Dieu semble totalement d'accord et même favorable aux intentions et aux désirs de Jacques. Et ça, c'est quelque chose qui diffère de beaucoup d'ouvrages où il y a cette idée de la création humaine, qu'elle soit vraiment, qu'elle soit presque littérale, j'ai envie de dire, comme dans Frankenstein de Mary Shelley ou encore dans L'Ève future de Villiers l'Isle-Adam, ou dans des choses qui sont plus symboliques, comme on vient de le montrer, la symphonie pastorale de Gide. En fait, Dieu est souvent placé en opposition, parce que Dieu est celui des murges qui peut créer, normalement, qui peut créer la vie. Et nous, en tant qu'êtres humains, si on s'emploie à créer la vie, c'est une transgression d'une loi presque sacrée et première, et c'est carrément un blasphème. Donc dans Les Futurs, par exemple, de Villiers l'Isle-Adam, ou dans Frankenstein de Mary Shelley, où la création est bien réelle, à partir de rien, alors même s'il faut quand même différencier les deux. Dans Frankenstein de Mary Shelley, la création est organique. Dans L'Ève future de Villiers l'Isle-Adam, la création, elle, est mécanique, c'est un robot, un androïde, alors Villiers crée même un nouveau mot, un nouveau terme, il appelle ça une andréide. Alors je pourrais vous parler vraiment pendant très longtemps de L'Ève future de Villiers l'Isle-Adam parce que je trouve que c'est un livre d'une beauté incroyable, même si c'est un livre d'une misogynie aussi absolument effroyable. Mais du coup, cette transgression qui est présente dans les deux œuvres et qui est celle de rivaliser avec le démiurge, eh bien elle est punie par Dieu. Dans Frankenstein de Mary Shelley, vous le savez, Frankenstein qui est le docteur, hein, pas la créature bien sûr, Frankenstein en fait voit sa famille décimée, son petit frère meurt, son père meurt après, son meilleur ami meurt, sa femme meurt, certains donc sont tués par sa créature bien sûr, lui devient totalement obsédé, lâche tout dans sa vie pour poursuivre la créature le poursuit aussi, enfin c'est vraiment une relation extrêmement obsessionnelle et j'ai envie de dire fusionnelle entre les deux, et puis on sait qu'à la fin, il y a cette omniprésence de la mort. Rien n'est dit extrêmement explicitement, mais on suppose que les deux se livrent entre guillemets à la mort, ou en tout cas à une mort symbolique, dans le fait qu'ils sont enfermés dans ce duo toxique, on va dire. Dans Billy l'Isle-Adam, c'est effectivement également la mort qui vient finaliser ou couronner en tout cas la création, qui est considérée comme vraiment un sacrilège. Alors que chez Dumas, en fait, ce qui est intéressant, comme j'ai dit, c'est que la religion et la science semblent concourir
ensemble au succès du docteur Jacques Mauret. Parce qu'à la fin, alors je vais pas... bon, quoique si, je doute que vous lisiez honnêtement Le Docteur Mystérieux de Dumas. En fait, à la fin, si vous voulez, la jeune fille devient également, comme dans la symphonie pastorale, totalement charmante, cultivée, intelligente, vive, enfin tout ce que vous voulez d'adjectifs amélioratifs, et elle tombe amoureuse du docteur Mauret, qui lui aussi l'aime. Mais il y a quand même quelque chose de vicieux, parce que le docteur Mauret a un rapport vraiment de domination, je trouve, très fort, presque de... Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la punition et de l'ordre du contrôle qui est encore plus présent, je trouve, que dans les autres œuvres. Alors, je vous ai ici parlé de création, de femmes par l'homme, mais on pourrait aussi en fait s'intéresser à celle qui n'a pas été créée. Je vous ai parlé de Frankenstein de Mary Shelley, et en fait c'est la seule œuvre dans toutes celles dont je viens de vous parler qui a été écrite par une femme. Et on se rend compte qu'il y a quand même justement une grosse différence. La créature que crée le docteur Frankenstein est une créature masculine. Une créature masculine qui, lorsqu'elle retrouve son créateur et s'assoit pour lui parler, lui raconter sa vie, etc., lui fait une demande. Elle lui demande en fait de créer une femme pour lui, pour qu'il ne soit plus seul, pour qu'il ait quelqu'un avec qui partager sa vie. Et c'est une requête à laquelle accède premièrement le docteur Frankenstein. Il lui dit « Très bien, je le ferai ». Et il se met en fait à créer cette nouvelle créature féminine. Et puis, pris de colère et pris de peur à un moment, lorsqu'il va pratiquement finir la création, il se met à détruire en fait ce corps qu'il avait recomposé. Il l'a détruit, il la déchire, la réduit en lambeaux. Et l'on comprend en fait que c'est vraiment l'idée d'une création féminine qu'il refuse. Il a déjà créé une créature masculine dont il est effectivement effrayé, dont il a peur, etc. Mais lui vient l'idée que s'ils sont deux, et si en plus il crée une créature féminine, elle pourrait être encore pire que la créature masculine. Elle pourrait être encore plus dangereuse, encore plus vicieuse, encore plus sanguinaire. Alors que, spoiler, hein, la créature n'est rien de tout ça. Mais bon. Et donc il détruit totalement la deuxième créature, la créature féminine. Alors ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Surtout quand on se rend compte que c'est écrit par une femme et que, par ailleurs, les personnages féminins dans l'œuvre de Mary Shelley, dans Frankenstein, ou le Prométhée des temps modernes, connaissent toutes un sort extrêmement tragique. Alors bien sûr, c'est pas par masochisme que Mary Shelley inflige un tel sort à ses personnages féminins, mais c'est plutôt pour effectivement mettre en lumière ou signifier d'une certaine manière la place des femmes, les conditions dans lesquelles elles vivent, le destin qui peut les attendre dans la société qu'elles connaissaient. Il ne faut pas oublier que Mary Shelley est quand même la fille de personnes qui sont importantes. Son père qui était l'un des fondateurs de l'anarchisme, ou en tout cas l'un des représentants majeurs de l'anarchisme, et sa mère qui a écrit A Vindication of Women's Rights, revendication des droits des femmes, il me semble que c'est traduit en français. Donc elle évolue quand même dans un milieu très intellectuel, très engagé politiquement, très progressif et progressiste. Et donc c'est pas du tout anodin en fait. C'est ces petits détails laissés au fil du roman sur la situation des femmes. Bon, je vais pas vous faire un podcast entier sur Frankenstein. J'en reparlerai sans doute sur ma chaîne YouTube. Un autre roman dont on peut parler et qui aborde ce sujet d'une manière un petit peu différente, c'est l'œuvre de Zola. Alors, dans l'œuvre de Zola, il faut dire que la question est présentée d'une manière quelque peu différente. L'œuvre de Zola, c'est l'histoire d'un peintre, Claude Lantier, le fils de Gervaise, qui est évidemment passionné de peinture et comme toujours dans les écrits de Zola, cela ne se termine pas très bien et cela ne se déroule même pas très bien. Claude se marie avec Christine et devient obsédé par l'idée de recréer, de peindre une femme qui compléterait à merveille
son tableau qui viendrait entériner le début et l'apogée d'un nouveau mouvement de peinture qui s'appellerait le plein air. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de considérations dans ce roman sur la place de l'art, sur la dévotion, le dévouement à l'art, sur les canons, sur les classiques, sur l'amitié également, mais il y a effectivement aussi cette présence toujours inquiétante et entêtante de cette figure féminine qui devient le double presque maléfique de Christine. Car en effet, Christine devient le modèle de Claude pour cette femme, ce personnage féminin dans son tableau. Et à de nombreux moments dans le roman, il y a effectivement des allers-retours entre les deux et petit à petit, graduellement, Zola construit une relation de jalousie, de défiance, de méfiance entre ces deux femmes, même si on ne peut pas effectivement parler de relation à double sens ou réciproque. C'est évidemment du côté de Christine que cela se manifeste et se formule, mais c'est extrêmement intéressant et extrêmement bien écrit. Je voulais vous lire un passage, mais si je vous lis le passage qui est le plus pertinent, je vous spoil la fin du roman et ce serait vraiment pas sympa de ma part de faire cela. Donc, je me contente juste de vous informer qu'il y a effectivement un autre roman qui traite de ce thème-là. Il y en a beaucoup d'autres, je présume, mais un autre roman que j'ai décidé d'inclure dans ce podcast et c'est donc l'œuvre de Zola. Et c'est traité un petit peu plus subtilement peut-être, ça va apparaître plutôt comme une sous-intrigue ou une intrigue secondaire, mais ça reste toutefois très intéressant. C'est ainsi que se termine du coup ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous rappelle que c'est le premier, que c'est un coup d'essai, un tour d'essai, que je me familiarise avec ce format, avec cette longueur, avec cette manière de faire passer des informations et une certaine passion. Voilà, j'espère que le thème vous aura peut-être intéressé, que ça vous aura fait réfléchir, que vous avez peut-être pensé à certaines œuvres que vous avez lues qui traitaient d'une manière plus ou moins explicite ou plus ou moins intense de ce sujet, que ça vous aura permis peut-être de l'analyser sous un jour nouveau. J'espère que ça vous aura fait découvrir certaines œuvres, j'espère que ça vous aura donné envie de lire avec toutefois un esprit critique, avec un esprit de personne qui analyse, qui veut comprendre et qui veut aller plus loin. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé tout en étant indulgent, s'il vous plaît. Si vous avez envie de soutenir ce genre de travail, je ne peux que vous inciter à partager le podcast, à l'aimer, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et si vous le pouvez, à me soutenir financièrement. Parce que comme vous l'imaginez, pour créer ce genre de podcast, il faut acheter des livres, lire des livres, scripter, prendre des citations, trouver des romans, trouver d'autres adaptations, par exemple cinématographiques ou musicales, etc. Ça prend beaucoup de temps et j'ai un travail à côté. Donc vous avez une page Patreon, c'est comme Tipeee et vous pouvez me soutenir avec 1 € par mois. Ce qui n'est pas grand-chose peut-être pour vous, mais en fait représente énormément pour moi de l'autre côté de la chaîne. Donc voilà, tout sera en barre d'infos. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast qui n'a toujours pas de nom. J'espère que la prochaine fois il aura un nom en tout cas. À plus.